Bonjour à tous. Dans cette nouvelle émission, on accueille Amy et Laurie qui vont nous parler de leur livre Tu vas regretter de ne pas avoir d'enfant. Ce livre, il est un peu spécial pour nous, parce que vous savez, on s'appelle Parents épuisés. Donc, on traite surtout de la parentalité, mais ça nous semble important, et surtout parce qu'on est épuisé et qu'on a conscience aujourd'hui de ce qu'est être parent dans cette société, des injonctions qui vont avec, de ce qu'est le rôle de parent, de ce qu'est le rôle de mère surtout, qui assume une très grosse charge de cette parentalité, d'explorer aussi voilà, le parcours des femmes qui font le choix de ne pas en avoir. Ce livre, il est hyper intéressant parce que c'est pas seulement un livre, ce qui serait déjà très bien, mais ça n'est pas le cas. Il y a vraiment des fiches, c'est des pistes de réflexion. Vous allez nous présenter tout ça. Voilà, c'est pas seul, c'est pour s'aider à faire ce choix ou non de la parentalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler et puis nous raconter ce qui vous a amené à rédiger ce livre? Eh bien, on a commencé à rédiger ce livre parce que depuis, plusieurs années, maintenant, 3 ans, on accompagne justement des femmes qui sont, elles, non pas encore mères ou ne deviendront peut-être pas, selon le choix qu'elles vont faire et dans cet accompagnement, ça nous a permis, d'avoir, beaucoup de témoignages, beaucoup de ressentis sur, les peurs, mais aussi les années à prendre conscience des envies et des désirs qu'il peut y avoir un enfant ou choisir une vie sans enfant. On est arrivé en fait à cette démarche-là aussi parce qu'avec Amy, on a rencontré ce même questionnement et à la base, eh bien, on s'est accompagnées, chacune de par notre amitié, depuis plus de 10 ans dans ce cheminement-là et on s'est dit: «Ben, autant ouvrir un espace, de parole, de réflexion, d'exploration aussi depuis nos métiers, puisqu'on est respectivement coach et psychopraticienne. Oui, ça nous tenait aussi beaucoup à cœur d'avoir un format qui soit plus intime, plus intimiste, qui rentre chez les femmes qu'on accompagne, parce que c'est un sujet avec lequel souvent les femmes restent. Elles osent peu en parler, que ce soit à leurs amis ou même à leur famille ou parfois même dans leur couple, et qu'elles puissent avoir un objet physique sur lequel elles se posent, elles réfléchissent, elles prennent le temps d'écrire et de déplier cette question avec nuance et prendre le temps d'y réfléchir. Tu dis que cette question, elle est intime et pourtant elle a jamais été aussi, mise en avant, dans les médias, dans la vie des femmes et cetera. Heu, on n'a pas fait beaucoup de chemin, mais un petit peu. C'est-à-dire que là où vraiment genre, c'était pas du tout accepté, voire genre on comprenait pas du tout les femmes qui faisaient, ce choix-là, il y a encore 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on comprend un peu plus, mais c'est pas non plus la grosse, acceptation, non plus. Mais c'est plus si intime que ça. C'est-à-dire que les gens rentrent dans votre vie aussi pour savoir pourquoi vous n'avez pas d'enfant, l'horloge et cetera. Donc peut-être qu'on pose la question moins tôt, parce qu'il y a eu une époque où à 25 ans, tout le monde avait des enfants. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ont leur premier enfant, à l'aube de la quarantaine. Mais cette question, en tout cas à 45 ans, si on n'en a pas, tout le monde, l'a eu au moins une ou plusieurs fois. C'est plus si intime que ça au final. Complètement. C'est le fait de l'intime devient politique et c'est justement aussi pour cela qu'on a choisi le titre de ce livre, Ouais. Tu vas regretter de ne pas avoir d'enfant, parce que Et cette phrase-là, je pense que en tant que femme, en effet, on l'aura entendue au moins une fois, si ce n'est plus, lorsque on n'a pas d'enfant à partir d'un certain âge. Et dans ce que tu partageais, justement, peut-être qu'on ne nous pose pas la question à 25 ans. Et en réalité, si à 25 ans, on nous pose encore la question, Ouais. et si on a un enfant avant, on va même venir commenter ce choix d'avoir Bien eu, sûr. à l'inverse, un enfant trop tôt. Ah, de ouais, toute façon, il y a ouais, jamais de bon choix. On n'a ouais. pas d'enfant, on nous demande pourquoi. On en a qu'un, on nous demande pourquoi. On en a 2, c'est Trois, voilà, c'est bien. c'est acceptable, machin. On en a Ouais, 3, c'est: «Ah bah, tu vas commencer à prendre cher» et ouais, alors au-dessus de 3, c'est: «Mais ouais, tu es une malade». ouais. C'est ça. Donc en fait, il y a jamais, si peut-être allez, on va dire si tu as réussi à faire, 2 enfants, un garçon et une fille, peut-être que là, on va te fiche Mm. la paix et encore. C'est vrai qu'on parlait de la question de l'âge, et du fait que ça devienne politique. Oui. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va recevoir une lettre à Mm. 29 ans pour, nous annoncer qu'on est bientôt périmé et qu'il faut s'y mettre. Mm. Donc, effectivement, la politique, commence à rentrer, vachement là-dedans. Il y a des pays beaucoup plus, On le voit. serrés que ça. Je sais plus si c'est en Russie ou en Ouais. Corée, mais, Mm. ils vous envoient carrément, chez un psy si Ouais. jamais, Ouais. vous y êtes toujours pas Mm. passé et cetera. Vous, comment vous voyez toute cette,
cette pression sur les femmes, est-ce que c'est aussi ça qui vous a poussé à écrire ce livre quand c'est devenu politique, en fait? C'était déjà une question politique Ouais. avant qu'on s'y mette, mais c'est vrai qu'il y a une montée Ouais. depuis 1 an. Donc en fait, cette montée est arrivée au moment où on était encore dans l'écriture Ouais. du livre. Et donc c'est vrai, on s'est dit, bah, tiens, vraiment, on est pile dans le C'est sujet. ça. Et c'est aussi de ce fait-là que toute la première partie du livre, on relève pas moins de 24 injonctions à soit avoir un enfant, ou les injonctions de, en effet, quand on a un enfant, qu'est-ce qu'on va continuer à nourrir comme commentaire, comme tu le formulais. Si on a 3 enfants, on dit, il y a peut-être eu un problème quand même quelque part. Et aussi les injonctions qu'on peut recevoir dans le fait de ne pas avoir choisi de faire des enfants et comment on vit avec ça. Et il y a toute cette démarche, et c'est vrai que ça serait important qu'on puisse envoyer ce livre finalement plutôt qu'une lettre. Complètement. Et puis il y a en plus dans cette injonction à la maternité tout de suite un pan qui est aussi oublié, des femmes qui ne peuvent pas, qui n'y arrivent pas, qui ont qui au-delà de ne pas en souhaiter, n'y arrivent pas. Et c'est vrai que tout ça arrive à un gros lot d'injonctions qui pèsent sur les femmes. Et on va faire un petit tour de certaines et discuter de ça. Je peux rebondir sur ce que tu Bien dis. sûr. Parce qu'en fait, c'est assez important ce que tu viens de dire par rapport au fait des femmes. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, se poser la question d'en avoir ou pas devient légitime dans l'espace public. C'est quelque chose qui est, ah oui, bah ok, effectivement, tu es à ta 5e tentative de PMA. Bon, bah ok, effectivement, je comprends que tu te poses cette question-là. Mais pour toutes les femmes qui n'ont pas de problème, que ce soit de problème de santé mentale ou de santé physique, il y a vraiment, ça, c'est identifié comme problème. Se questionner, identifié comme problème. Et réfléchir à la question est vu aussi comme c'est trop intellectualisé ce problème-là. C'est un désir, normalement ça devrait venir des tripes, comme si on ne pouvait pas avoir et un désir qui vient des tripes, ou un non-désir d'ailleurs qui vient des tripes, et réfléchir en ayant conscience de l'ensemble des charges quand même qui pèsent aujourd'hui sur les femmes, en tout cas en France. Bien sûr. Puis il y a tout ce truc de cette différence aussi de traitement entre les hommes et les femmes. Le fait que les hommes, et on le voit souvent chez les stars, etc., puissent faire des enfants à 70 ans, etc., bah, on part du principe que de toute façon, bon, l'âge est moins compliqué et puis que ça se comprend plus, ils ont une carrière, machin. De la part d'une femme, on ne comprend pas et souvent on juge ça même très égoïste en fait. Oui. Mais égoïste par rapport à qui en fait? C'est toujours la question. Oui, la question du double standard, en effet. Sur cette question d'avoir ou pas un enfant, un homme, on va pas commenter son choix et sa décision, alors qu'une femme, si, toujours. Et d'ailleurs, on peut dire que là, oui, on s'adresse aux femmes, mais dans ce livre, mais c'est aussi pour pouvoir l'ouvrir dans la question du couple, Oui. parce que souvent, c'est aussi la femme qui va prendre le lead sur ce questionnement-là, parce que pour un homme, la biologie, on a beaucoup avancé ça, que la biologie n'est pas la même, donc ça laisse un espace différent où la question ne va pas se poser au même timing non plus. Exactement. On va discuter un petit peu d'envie, d'injonction. Et par exemple, quand une femme dit « je ne sais pas si je veux un enfant », clairement, elle est exposée à un nombre d'injonctions et le nombre d'avis de personnes. Vous rencontrez souvent des femmes qui ont ce questionnement-là. À quoi elles ont été confrontées? Le premier, c'est tu vas regretter. Si tu fais pas d'enfant, tu vas regretter à un moment ou à un autre. Ça, c'est vraiment le premier, la peur du regret, le spectre du regret, en fait, qui va venir activer une peur chez quelqu'un qui est déjà vulnérable parce qu'elle partage le fait qu'elle sait pas, en fait. Donc, c'est quand même assez vulnérable pour elle. Ça, c'est vraiment la plus grosse injonction. Et ensuite, il y a des questions autour du couple. Donc, si tu es en couple, est-ce que c'est ton compagnon ou ta compagne qui veut pas? Donc, d'une certaine manière, voilà. Si tu es célibataire, oui, mais pas de problème, tu vas pouvoir, t'as encore le temps de décider parce que finalement, tu pourras pas faire un enfant toute seule, c'est pas très très bien vu, quoi. Ça, c'est vraiment les premières idées qui me viennent. Je pense à une situation récente aussi où je me suis retrouvée dans la situation au cabinet et le patient, parce que c'est un homme, me dit et vous avez des enfants, vous? Et puis je dis non. Elle dit ah oui, pas encore. Et donc voilà, c'est vraiment la présomption que de toute façon une femme aura des enfants. Même quand c'est pas fait pour juger, en fait, c'est plein de petits mots, de réflexion,
Ouais. Dans la logique des choses. C'est ça, c'est la logique des choses. Ça peut être aussi des injonctions autour de la liberté. Ah, mais toi, t'as pas d'enfant, donc vraiment, tu peux être libre. Mais tu sais, tu peux aussi être libre en ayant des enfants. Moi, je connais une copine qui a fait le tour du monde avec ses 2 enfants en bas âge. Ils les ont déscolarisés sur 1 an, ça se faisait. Voilà. Et ensuite, ça déroule des exemples qui sont complètement décorrélés de toi, ta réalité. Et c'est ce que nous partagent aussi les femmes qui viennent et qui nous partagent ça. En fait, les gens vont parler d'eux derrière. Ou de elles, comment est-ce qu'elles ont vécu. Ça peut être aussi, ah, mais tu vas voir, c'est génial. Moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a traversée, qui m'a transportée. J'ai senti l'amour inconditionnel. Tu peux pas renoncer à ça. Il y a vraiment quelque chose où c'est comme si ces personnes-là prenaient en charge ton propre bonheur. Je veux dire, laissez-moi l'espace de l'explorer, de choisir dans quelle direction j'ai envie d'envoyer ma vie. Il y a aussi ça derrière. Oui, et puis il y a toujours on transpose en fait les gens. Les gens vont réagir avec leur propre vécu, etc. Et Oui. sans forcément essayer d'ouvrir un petit peu les chakras. Et c'est aussi leurs propres limites qui parlent. Quand tu parlais de liberté, etc. Alors oui, c'est sûr que si on a les moyens d'avoir 6 babysitters, machin, et qu'on est très entouré, et qu'on a un village, la liberté est plus présente. Et il y a aussi des gens qui voient bien que ça va être compliqué financièrement, dans leur vie de tous les jours, etc. Et ne font pas le choix de se perdre au passage. Pour rebondir sur ce que tu dis, on a plusieurs participantes qui n'habitent pas en France et qui sont du coup expatriées. Là, pour elles, c'est très présent. Leur famille n'est pas à côté. Ça coûte beaucoup plus cher émotionnellement d'aller demander de l'aide. Elles n'ont pas souvent un réseau personnel qui est très, en tout cas, qui est très ancien. Enfin, il y a vraiment ce sujet-là de comment est-ce que je suis accompagnée. Et en fait, on va venir individualiser la question. Alors que c'est une question qui est beaucoup plus systémique. C'est la question du couple, c'est la question de la femme dans la société, c'est la question de quelle éducation est-ce que derrière tu vas pouvoir offrir à tes enfants si tu décides d'en faire. Comment est-ce qu'en tant que femme, tu vas pouvoir aussi, en fonction du pays dans lequel tu habites, être accompagnée par rapport aux congés parentaux. Toutes ces questions-là derrière qu'on ne questionne pas en fait. Et donc on va les demander à la personne de justifier sur des questions très intimes et en oblitérant tout le reste. Complètement. Il y a ce truc aussi de est-ce que tu seras une bonne mère. C'est-à-dire qu'il y a c'est pareil, c'est un truc qui peut venir sur cette réflexion de ne pas se sentir suffisamment épaulé et d'avoir suffisamment réglé soi-même son histoire pour être responsable de celle de quelqu'un d'autre. Et ça, les gens ne le comprennent pas toujours non plus, qu'il y a un vécu qui fait qu'on ne se sent pas d'être le centre du monde d'une nouvelle personne. La responsabilité, où en fait on nous offre aujourd'hui le choix de pouvoir devenir mère ou pas, mais derrière ça a entraîné beaucoup de responsabilités vis-à-vis de cette décision, dont la décision de mettre un enfant au monde ou pas, ou plusieurs enfants du coup. Mais en attendant, oui, la personne, avec toute cette responsabilité que provoque cette décision-là, elle vient forcément se questionner sur mais est-ce que je suis à la hauteur ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps dans les peurs des femmes qu'on accompagne. C'est vraiment est-ce que je vais être à la hauteur d'accompagner une vie, un être vivant sur cette planète ? On parle souvent du contexte dans lequel on est. Ça vient bien évidemment dans la discussion. Il y a aussi des femmes qui se disent dans un autre contexte peut-être. Mais ça. Aujourd'hui, face aux défis écologiques, politiques, je ne me sens pas d'assurer la sécurité d'un être pendant 50 ans. Et c'est là où la politique est importante. Quand on disait l'intime est politique, du coup la politique vient de ce côté-là. Et donc, par rapport en effet à l'environnement, enfin tout... Là où ils peuvent agir pour que justement par la responsabilité de la décision pour une femme, eh bien elle puisse le faire en conscience et se sentir soutenue. Là où, comme disait Amy, la géographie de la famille a bougé, etc. Donc on continue quand même à accompagner ces mouvements sociaux-là pour aller au bout de l'accompagnement. Ah oui, j'ai envie de devenir mère et même si je ne serais pas... la bonne mère idéalisée qu'on a, et bien voilà. Et souvent, c'est quelque chose aussi d'important de dire, ok, bonne mère, mauvaise mère, ça vient polariser quelque chose, c'est très noir ou blanc, c'est pareil, avoir des enfants, pas avoir d'enfants, on vient tirer un peu cette... Mais quel est le périmètre au milieu ? Qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Dans quelles conditions j'aurais envie d'être mère ? Dans quelles conditions j'aurais
pas envie d'être mère. Qu'est-ce qui serait acceptable pour moi en tant que mère ? Ben voilà, j'aimerais bien que dans le couple, idéalement, je puisse répartir la charge. Ok, quelle discussion doit y avoir en amont de ça ? Qu'est-ce qui est important aussi d'échanger avec ton partenaire, ta partenaire sur ces sujets-là ? Et souvent, c'est des questions qui sont portées par les femmes et qui sont encore peu mises au centre de la discussion du couple à minima et de la famille de manière plus générale. On peut se dire d'ailleurs que toutes ces femmes qui se posent ces questions-là ont toutes les raisons d'être finalement de bonnes mères si elles le choisissent. C'est-à-dire que quand on a déjà conscience de ça, on a déjà fait une grosse partie du chemin. Quand on se pose la question de sa responsabilité, c'est qu'on est responsable. Absolument. Et c'est vrai que finalement, il n'y a pas de mieux ou pas mieux entre quelqu'un qui a foncé en kamikaze et quelqu'un qui s'est posé les questions avant et qui ira ou non sur le chemin de la parentalité. Mais c'est vachement lié avec le temps. Il y a vraiment cette pression aussi sur les femmes. Alors, il y a toutes les femmes qui savent, et qui parfois le savent depuis des années, je ne veux pas d'enfant, je n'en voudrais pas, c'est décidé, c'est terminé, etc. Et il y a toutes celles que vous allez aider avec votre livre qui sont dans un questionnement et qui subissent la pression du temps. C'est vraiment, quand on voit, je crois que c'est à partir de 35 ans qu'on appelle ça une grossesse gériatrique. Absolument. C'est quand même, ça fait mal. C'est quand même hyper violent, quoi. Et vraiment, il y a toutes les injonctions dans la trentaine sur les femmes qui sont hyper violentes. C'est vraiment la décennie où il faut réussir sa carrière, réussir son couple, réussir sa famille, ce qui pour beaucoup veut dire enfanter. C'est ça. Et être sportive, être cultivée, avoir du temps pour prendre soin de soi, avoir des beaux cheveux, bien se maquiller. Enfin bon, bref, on peut faire une liste d'injonctions à la féminité. Le temps est quelque chose que vous voyez chez les personnes que vous coachez, que vous accompagnez. Est-ce que c'est une des plus grosses peurs, le temps, d'en manquer ? Oui. En fait, dans les femmes qu'on accompagne, c'est vrai qu'elles arrivent de toute façon à peu près à l'âge, 32 ans, avec vraiment ensuite de 35 ans jusqu'à, on a eu des femmes à 45 ans. Et en fait, cette question du temps, de la fameuse, et vraiment entre guillemets, horloge biologique, met une pression phénoménale. Et dans ce mouvement de pression, c'est un vrai tourbillon où finalement, c'est encore moins clair. C'est encore plus dans la confusion que dans cette pression-là, on ne peut pas obtenir une réponse de cette manière. On trouve même des femmes qui ont participé avec nous ou dans nos accompagnements qui se voient annoncer aussi de l'endométriose ou une réserve ovarienne faible, et où les médecins leur disent immédiatement essayez pendant 6 mois et revenez après. Essayez, mais on ne nous a pas demandé en fait si on voulait un enfant ou pas. Et donc ils se retrouvent face à ça et dans un mouvement de panique. Ok, en fait on essaye, mais sans s'être vraiment posé la question. Et donc on essaye de les faire sortir en fait de cette pression-là en disant par exemple... Ok, suis le cheminement de ce livre parce que on pose des questions, il y a des pratiques pour évoluer dans ce questionnement-là, seul ou en couple, et aussi lors des accompagnements qu'on a par ailleurs, où on se donne 3 mois pour vraiment sortir de toutes les injonctions, de toutes les pressions qu'on peut recevoir, pour te focaliser sur ton désir à toi, sur tes désirs, tes peurs. Et après, on fait re-rentrer les autres. Et la pression du temps. Et on le voit aussi d'un point de vue très... en France, par rapport à la préservation ovocytaire. Souvent, il y a vraiment cette pression du temps. On se dit, je vais essayer de m'acheter du temps. Et aujourd'hui, c'est possible de le faire en France jusqu'à 37 ans. Donc, je vais faire cette préservation ovocytaire-là. Mais ce qu'on observe aussi ensuite, aussi parce qu'on a ces femmes-là qui sont dans l'accompagnement qui viennent, on dit, moi, j'ai fait une préservation ovocytaire. Mais en fait, ça ne m'a pas aidée. Ça m'a acheté du temps. Mais ça m'a pas... mine de rien, la pression du temps va rester toujours là. Oui, parce que finalement, même cette préservation, elle a une date de péremption. Et du coup, c'est une nouvelle horloge, en fait. Exactement. Alors et du coup, ça crée encore plus
d'injonction à performer, entre guillemets, dire bon, bah, alors maintenant que j'ai fait cette préservation-là, il faut que je me décide, parce que je vais avoir 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir bien utiliser mes ovocytes. Surtout qu'on reçoit une lettre, enfin on est passés toutes les deux, toi c'est en Espagne, moi c'est en France, mais on reçoit tous les ans une lettre pour nous demander qu'est-ce qu'on souhaite faire des ovocytes. Est-ce qu'on souhaite les garder? Est-ce qu'on souhaite les donner? Ou est-ce qu'on souhaite les détruire? En France. En France. Et rien que le mot détruire, en fait, nous expose à forcément, même si finalement on a pris une décision, quand même, est-ce qu'il ne faut pas que je revienne sur ce que je m'étais dit, ma situation, est-ce qu'elle a évolué? Donc c'est un questionnement qui revient en fait sans cesse. Tu parles du vocabulaire, mais je trouve qu'en France, je suis pas suffisamment polyglotte pour savoir dans les autres langues, mais on a des mots hyper violents en France. On s'en parlait, grossesse gériatrique. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, nullipare. Il y a quand même nul dedans. Je sais que ça vient pas de là, mais c'est quand même... Franchement, on a des trucs qui sont... la fausse couche, ils s'appellent ça un avortement spontané. C'est hyper violent quand on a fait une fausse couche de qualifier ça d'avortement et tout. En France, on est quand même... que ce soit les pratiques médicales envers les femmes ou le lexique, voilà, ça participe aussi à des petites violences, des petits coups de couteau comme ça... qui paraissent discrets, mais où genre on se dit tout est fait un peu pour piquer quand même. Complètement. Et c'est hyper important pour nous, par rapport à ce que tu dis, que les femmes se réapproprient les mots, leur langage, leur histoire, avec leurs mots. Qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Et dans le livre, il y a beaucoup de pratiques d'écriture, parce que c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup aidé avec Laurie à titre individuel, pour qu'en fait, derrière tous ces mots-là, un peu très violents, comme tu le dis, en fait, moi, comment je le ressens, quel mot j'aurais envie de poser, qui soit pas un mot qu'on m'impose, en fait, qui est une autre violence. C'est mon mot à moi, et comment est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand je vais relire un peu mes réflexions, je vais pouvoir me raconter une histoire qui est beaucoup plus empowerante en bon français, que puissante, en tout cas pour moi, que celle à laquelle on veut me faire adhérer d'une certaine manière. Et on utilise d'ailleurs le mot ambivalence et non pas indécision, parce qu'il ne renvoie pas à la même chose. Bien sûr. L'ambivalence, c'est que j'explore. L'indécision, ça renvoie à l'indécise, quoi. Elle va changer d'idée chaque jour, etc. Alors que non, c'est vraiment le concept d'ambivalence. Pour finir, j'aimerais qu'on explore les liens de la filiation, qui peuvent être aussi un gros poids. C'est-à-dire qu'on a faire un enfant, ça devrait être d'abord une histoire personnelle, etc. Mais il y a la filiation qui peut être très forte, et donc le poids au-delà du couple, mais de la famille, de la mère, du père, qui voit aussi son accomplissement dans le fait de devenir grands-parents, etc., dans le fait de transmettre sur plusieurs générations. Quand on est la personne qui décide d'arrêter cette filiation, c'est aussi une responsabilité envers les générations antérieures, en fait. On parle beaucoup de deuil. En fait, il y a un deuil à faire. Et nous, en tant que femmes, de faire le deuil de la maternité si on choisit de ne pas avoir d'enfants. Mais il y a aussi un deuil qu'on impose à nos parents, par exemple. En tout cas, c'est mon cas. Je sais que c'est quelque chose que j'ai imposé à mes parents. Ils doivent faire le deuil d'être grands-parents, en tout cas de mon côté. Et ça, je trouve, pas facile à faire. Parce que, c'est aussi... comme tu dis, toi, tu t'es pas projeté sur le fait d'avoir d'enfants, mais eux, ils se sont projetés sur le fait d'avoir des petits-enfants, en fait. Exactement. Et ça participe aussi de leur construction, de leur identité sociale, de leur réussite. C'est un endroit, en tout cas, qui est assez positif. Jouer avec tes petits-enfants. Il y a beaucoup d'imaginaire autour de ça. Et c'est sûr que c'est des discussions qui ne sont pas évidentes à avoir. On n'a pas de bonne recette là-dessus, mais on les a eues avec nos parents respectifs. Et c'est vrai que c'est pas simple. Oui, il y a toute cette transmission, le nom, où on en fait aussi tout un truc en France, alors qu'aujourd'hui, une femme est tout à fait capable de donner son nom, etc. Mais c'est vrai que du côté du conjoint, etc., peut y avoir cette question qui m'étonne toujours en 2026, mais genre vraiment ce droit à la filiation et à la transmission que les autres voudraient imposer sur les générations en dessous, et vraiment de se dire non, mais comme s'il fallait coloniser encore des régions, des villages, etc. Et du coup, ça devient le poids du village, quoi. C'est vraiment...
Mais c'est vrai que c'était vraiment ça auparavant, et donc encore maintenant, un peu moins, mais cette transmission, c'était vraiment le patrimoine. Oui, Et c'est pour Oui. ça qu'on utilise le mot patrimoine et non pas matrimoine, Oui. mais le patrimoine, c'est le nom et l'héritage. Et aujourd'hui, ça amène le conjoint à prendre une autre place. Parce qu'en effet, une femme peut aussi transmettre son nom à son enfant, à ses enfants. Une femme peut aussi avoir un matrimoine. Et du coup, il y a vraiment un repositionnement, en fait, aussi là-dessus. Et par rapport aux grands-parents qui doivent faire le deuil s'il n'y a pas cette transmission-là, c'est en effet un nom qui peut-être s'arrête s'il n'y a pas de neveux, nièces, Oui. voilà, d'autres petits-enfants. Mais c'est aussi le deuil, je pense, de... un enfant, ça amène de la vie. Et donc, quand ils sont à la retraite, c'est trouver un nouveau sens, en fait. On va continuer à trouver une place dans la société. Ils iront au parc. S'ils ont envie de voir des enfants, ils vont aller au parc. Il y aura plein de mères au bout du rouleau qui seront ravies de voir des grands-parents ramasser du sable. Il n'y aura pas de problème. On va leur trouver des activités s'il n'y a que ça. Complètement. En tout cas, merci beaucoup pour ce livre que j'espère qu'il pourra aider beaucoup de femmes. Donc, je le rappelle, c'est au-delà d'un livre, il y a vraiment tout un cheminement, vous l'avez très bien dit, écrit à faire pour explorer cette question-là et justement pouvoir sortir de l'ambivalence et être en paix avec son propre choix et pouvoir continuer sa route comme on l'a décidé. Et pour des femmes aussi qu'on rencontre qui se disent moi je pense que j'ai plutôt envie d'avoir des enfants, ça leur permet aussi d'explorer vraiment en profondeur leurs désirs, pourquoi et comment est-ce qu'elles peuvent le mettre en place dans le futur. Donc c'est aussi vraiment puissant pour elles. Merci beaucoup. Donc je rappelle qu'il est disponible partout. Absolument. Et que donc il s'appelle « Tu vas regretter de ne pas avoir d'enfant », le guide pour clarifier son désir ou non de devenir mère et sans pression. Merci beaucoup. Merci pour cet échange.